bienvenue à tous, bienvenue au centre commercial Évry 2, le bien nommé Agora. Bienvenue pour cette première édition du Club Agora. Le Club Agora, c'est une semaine de débats qui se tiennent de l'université au centre commercial et qui sont donc montés par la ville, par la mairie d'Évry-Courcouronnes. L'idée, c'est de vous donner la parole. Vous allez le voir, une fois n'est pas coutume. L'idée, ce n'est pas d'écouter les gens, mais c'est de vous écouter vous. Donc, ceux qui sont ce midi en train de faire leurs courses, qui grignotent un bout de sandwich dans les allées du centre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes au niveau du Décathlon. Le micro est là pour vous. On voudrait vous entendre sur cette crise sanitaire. L'idée, c'est de s'interroger sur cette pandémie. Est-ce que, selon vous, elle a sacrifié des générations ? Est-ce que vous considérez que les plus jeunes, les étudiants ou les seniors, les plus âgés, ont été sacrifiés sur l'autel en fait, de cette crise sanitaire ? Surtout, venez à nous, on voudrait vraiment vous entendre sur ces questions. On est donc au niveau du Häagen-Dazs et du Décathlon. Bienvenue à tous. Alors, l'idée, c'est quand même qu'on discute avec des gens qui ont une petite expérience sur la question. Je vais vous les présenter tout de suite. Je rappelle par ailleurs que tout ceci est bien entendu, vous pouvez le suivre en direct sur le Facebook de la ville et surtout n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques parce qu'on me les envoie et je vais pouvoir me faire le porte-parole de ce que vous avez à nous dire. Donc n'hésitez surtout pas. Avec nous aujourd'hui, Mariam Pouchtou, bonjour. Mariam, prenez votre micro, Mariam. Mais il est déjà allumé, je pense. Tentez ? Non, il n'est pas allumé. Non, mais dis donc, la régie, là, pourquoi Mariam, son micro, il n'est pas allumé ? Mariam, vous êtes vice-présidente nationale de l'UNEF. L'UNEF, c'est un syndicat étudiant. Oui. Et ben voilà. Bienvenue, Mariam. Bonjour. Vous êtes étudiante par ailleurs en sociologie en Master 1, c'est-à-dire en 4e année, ici à Évry. C'est Images et Société, c'est ça. Donc, c'est à terme, vous allez faire plein de documentaires et on sera ravis de les voir. À côté de vous, Mamad. Salut, Mamad. Alors, Mamad aussi, il va allumer son micro. Mamad, vous êtes coach, vous êtes fondateur du Cercle du football, vous êtes aussi élu jeunesse, insertion et emploi à la ville de Cachan. C'est dans le Val-de-Marne. Bienvenue. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh ben, je peux vous dire que Mamad, en fait, est une star internationale puisqu'il a quasi 2 millions de followers sur TikTok où on peut suivre ses aventures. 1,8, vous m'avez dit. Dites pas de bêtises, il faut être factuel. Et 127 000 followers sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Son compte, c'est Mamad Coach, c'est ça ? Coach Mamad. Coach Mamad, c'est dans l'autre sens, pardon. Et ben voilà. Et enfin, Jean-François Serre. Jean-François, vous êtes fondateur du mouvement national Mona Lisa qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Vous êtes par ailleurs essayiste et la semaine prochaine, vous sortez un livre sur la fraternité. Alors justement, où en est-on de la fraternité ? On se posera la question tout à l'heure. Mais avant ça, pour lancer le débat, je vous propose de regarder dans le cadre d'un atelier journalistique du collège Galilée, ici à Évry-Courcouronnes, qui s'est baptisé Actualilé, et des élèves de 6e et de 5e de ce collège ont justement joué les petits reporters. On regarde. Comment avez-vous vécu la période de confinement avec la perturbation des cours et la fermeture des écoles ? Pour moi, c'est je ne pourrais pas sortir à cause du C'est toujours embêtant pour les élèves, pour les parents aussi. J'avais pas trop aimé parce que je voyais pas beaucoup mes amis d'école et de foot. Le niveau scolaire a un peu baissé. J'étais plus avec mes amis, je voyais plus ma famille. La crise sanitaire a-t-elle bouleversé vos habitudes sportives et culturelles ? Oui, je fais du foot. On faisait plus trop de foot. J'avais un peu perdu le niveau. Après, ça allait mieux. Avant le début du Covid et du confinement, je faisais du foot depuis déjà 5 ans. Et malheureusement, avec la fermeture des clubs sportifs, des clubs culturels, etc., j'ai dû stopper.
Ce qui a fait que depuis la reprise, en réalité, j'ai jamais repris. J'étais quelqu'un qui sortait quand même énormément. Les week-ends, je pouvais me retrouver, aller dans un musée ou même découvrir des châteaux, faire des sorties avec mes frères et sœurs. Après, c'est vrai que depuis la reprise, honnêtement, j'ai pas pensé à refaire ce genre de sortie. Le cinéma, le théâtre, les musées et tout, ça a été fermé pendant un moment. On n'a pas pu aller. Quand ça a été ouvert, il y a eu encore les passes sanitaires. La crise sanitaire a-t-elle impacté vos études? J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme, mais les cours à distance, c'était compliqué parce que c'est la première fois. C'était pas comme d'habitude, il n'y avait pas les feuilles que les professeurs préparaient. Donc je dirais qu'elle a eu un impact un peu négatif pour moi. Mais avec le temps, maintenant, je me suis habituée. C'est vrai que ça a un impact beaucoup sur la vie quotidienne. Tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au restaurant, c'est pas sanitaire. Mais ça nous a aussi complexé à l'école. On a raté beaucoup de cours, on a fait des cours à distance, c'est vrai que c'était un peu rude. On a pu faire des stages en troisième l'année dernière. Et du coup, il y en a qui ont dû faire à distance parce que il y a des entreprises, elles n'acceptaient pas des fois. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire un stage en présentiel, mais il y en a dans ma classe qui n'ont pas pu le faire, ils se sont retrouvés devant un ordinateur. C'est vrai qu'être connecté sur la tablette, c'est vraiment relou parce qu'il y a des problèmes de connexion. Voilà, c'est pas très pro. Avez-vous repéré des conséquences liées au confinement sur vos élèves et leurs familles? Ouais, c'est vrai que ça a eu des conséquences négatives. Il y en a qui sont devenus des personnes introverties. Certains n'ont pas supporté la solitude, ou même certains ont commencé à avoir des psychologues parce que vraiment ils étaient à un stade où c'était compliqué. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait vraiment eu un bouleversement à ce niveau-là. C'était un bouleversement assez négatif. Très négatif. Donc l'interview touche à présent à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et bonne journée. Voilà pour ce micro-trottoir qui a été fait par les élèves de 6e et 5e du collège Galilée de la ville. Alors justement, est-ce que cette crise sanitaire a sacrifié des générations? On pense notamment aux plus jeunes qui ont passé combien de semaines, de mois presque en visio, aux plus âgés qui sont restés enfermés dans des EHPAD, parfois sans voir leur famille. Alors, on va commencer par, voilà, j'ai deux jeunes en face de moi, j'ai deux étudiants. Salut, c'est quoi votre prénom? Trinité. Et vous? Valentin. Alors, Trinité, Valentin, vous êtes étudiant. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu des difficultés pendant cette période? Quelle est un peu votre expérience de tout ça? À titre personnel, non, j'ai pas eu vraiment trop de difficultés. Mais c'est vrai que pour certains étudiants ou bien pour les plus jeunes, ça doit être un peu plus compliqué quand même. Parce que voilà, d'être enfermé, de ne pas pouvoir voir ses professeurs en temps normal pour pouvoir apprendre, je pense que ça doit être compliqué quand même. Et il y a eu la question, beaucoup en fait, il y a eu une forme de précarité économique, on se souvient, et ça nous a tous choqués, de ces files d'attente pour des repas, etc. Comment vous avez vécu les choses, vous? Moi, personnellement, j'ai été pas confronté. Après, j'ai des amis qui ont été confrontés, des connaissances. C'était compliqué. Même pour les jeunes qui voulaient chercher du travail, c'était pas forcément la bonne période. Du coup, ça a créé beaucoup de problèmes de précarité. Et du coup, ça a été compliqué sur ce point-là pour la jeunesse. En fait, moi, ce que je peux... En fait, le sacrifice qu'on doit faire, justement, nous les étudiants, c'est sur la continuité pédagogique. Le fait d'apprendre correctement ses cours, le fait justement de pouvoir suivre. Moi, personnellement, j'aurais pas aimé être au collège ou au lycée actuellement. Je suis en master, donc je suis un peu plus blindé, un peu plus costaud mentalement pour pouvoir, en fait, voilà, bien m'organiser financièrement, voilà, de manière au niveau matériel, mais c'est vrai qu'être au collège, en primaire ou au lycée, ça doit être quand même compliqué pour pouvoir justement s'adapter, s'attacher aux professeurs, pour pouvoir justement s'identifier aux professeurs et pouvoir apprendre correctement. Là, c'est plus sur cet aspect-là que pour moi c'est compliqué. Il y a aussi en fait la dimension psychologique. J'imagine que là vous évoquiez les plus jeunes, mais on sait que ça a été aussi extrêmement difficile. On pense à tous ces jeunes gens qui ont été enfermés dans des petits appartements, à être en visio toute la journée. Cette dimension psychologique, ça, est-ce que vous avez des camarades qui l'ont vécu? Est-ce que vous avez vous-même peut-être dans votre quotidien eu des difficultés? Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de la solitude. Beaucoup de gens qui sont plaints justement de devoir se retrouver toute la journée face à un écran, c'est pas évident pour pouvoir interagir avec les professeurs, interagir avec les étudiants.
de pouvoir justement, parce qu'aussi à l'université, il y a une demande de travailler en groupe pour pouvoir bien avancer, parce que voilà, se retrouver un peu tout seul pour faire tous ces dossiers, tous ces devoirs, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi la vie sociale aussi en général. Hein. Les gens ont besoin de se retrouver, d'être en communion et voilà, d'oublier un petit peu le climat un peu anxiogène du confinement en fait, ou bien du Covid en général. C'était compliqué pour beaucoup d'étudiants quand même. Ouais. Après, je pense que c'était aussi compliqué pour les personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec les plateformes du numérique. Toutes les plateformes qu'on utilise, nous, en tant qu'étudiants, pour assister aux cours, il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui souffrent un peu de manque de concentration. C'est beaucoup plus compliqué de suivre un cours en visioconférence qu'en présentiel. On a plus tendance à décrocher. Du coup, il y a forcément des étudiants qui ont eu ces problématiques-là, qui ont eu plus de mal à suivre les cours en distanciel qu'en présentiel. Du coup, c'est aussi un problème concernant aussi la poursuite des études. Pour certains, c'était compliqué. J'ai des camarades aussi qui ont beaucoup de difficultés lorsque justement l'appartement était petit, par exemple, qui se trouvaient enfermés dans des familles nombreuses et que voilà, justement l'organisation au sein de sa propre maison était compliquée et qui était peu compatible en fait avec leurs études en fait, et que justement les bibliothèques étaient fermées, il y avait peu d'endroits là où on pouvait se rendre pour faire les devoirs. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui arrive à se concentrer seul ou bien dans une famille nombreuse dans un appartement pour pouvoir se concentrer. Il y a aussi la difficulté aussi de pouvoir trouver un stage aussi, avec les entreprises, dans l'administration. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu valider leur année par faute de stage, malheureusement. En fait. Après, il y a aussi une difficulté, c'est les bibliothèques étaient fermées. C'était compliqué pour nous Les bibliothèques, c'est essentiel. Et moi, personnellement, c'est un vrai problème de ne pas avoir la bibliothèque à disposition. Donc on voit à quel point, effectivement, ces conditions qui se sont retrouvées absolument bouleversées. Myriam, vous allez nous en parler dans un instant, mais on va aller peut-être de l'autre côté du spectre aussi. Des conditions absolument terribles. Alors l'alimentation, on voit les conditions de travail, les bibliothèques fermées, la dimension psychologique. Cette pandémie, elle a quand même fracassé une partie justement des plus jeunes, notamment ceux qui sont potentiellement les plus précaires. Mais madame, bonjour. Comment allez-vous? Vous, ça va? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que ça m'inspire, moi j'ai vu ça comme un peu un signe du destin. Je vois que tout le monde court partout, les gens dans leur vie active. Et donc ça a mis un coup d'arrêt et ça a permis aux gens de réfléchir un petit peu. Pourquoi on court partout comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, ça a mis un coup d'arrêt. Bon, là maintenant, c'est un peu long peut-être. Alors les gens, ils en ont assez, quoi. Hein, mais je pense que ça a été une bonne chose finalement. Ça nous a permis à tous de réfléchir, notamment sur la place de chacun. Vous, comment vous l'avez vécu? Moi, je ne l'ai pas trop mal vécu. Bon, j'ai la chance d'habiter dans un pavillon où j'avais un jardin. Je vis seule, donc ça ne m'a pas beaucoup changé, à part que je ne pouvais pas voir mes petits-enfants. Donc c'est ça qui m'a manqué le plus. Et pas pouvoir les embrasser, même à l'heure actuelle. C'est se dire bonjour en se donnant un coude ou un coup de poing, c'est un check. C'est pas toujours évident, mais bon. Évidemment, je faisais partie de plusieurs activités sur Évry, donc la retraite sportive, l'UR, différents l'UTL, et donc toutes ces activités ont été arrêtées plus ou moins. Mais est-ce que vous vous estimez finalement chanceuse et privilégiée par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment pour les personnes les plus âgées, pour les étudiants, pour les plus jeunes? Comment vous avez analysé un peu les choses à ce moment-là? Oui, justement, moi personnellement, j'en ai pas souffert, mais ce qui m'a fait souffrir, c'est de voir notamment les jeunes. Là, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui à ce débat, pour voir ce qu'ont souffert les jeunes. Particulièrement, c'est sûr que les personnes âgées en EHPAD, ça a été très dur pour eux et donc ils ont perdu toutes les stimulations qu'ils pouvaient avoir par leur famille et ils se sont sentis abandonnés et la plupart se sont laissés aller, beaucoup se sont laissés aller, jusqu'à même en mourir peut-être. Donc c'est quand même angoissant pour cette société. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers nos invités.
Mamad, Mariam, qu'est-ce que ça vous inspire ce qu'on a entendu? Est-ce que finalement les plus jeunes ont été, allez, je vais oser le mot, mais ici l'idée c'est qu'on ait un débat, sacrifiés sur l'autel de cette pandémie? Est-ce qu'on s'est dit, allez, on ferme tout et tant pis pour les conséquences? Mariam puis Mamad. Ouais, sur ce qui a été dit, il y a plusieurs volets. Il y a le volet à la fois études, donc les difficultés à trouver un stage, c'est ce qui a été dit pour les lycéens, les collégiens en troisième. Faire son stage de troisième devant un écran, moi j'aurais, je pense, pété un câble à ce moment-là. Il y a les questions universitaires, rester toute la journée de 9h à 18h devant un écran pour assister à ces cours, c'est compliqué. Et quand le soir, parce qu'après on doit réviser nos partiels, on doit passer nos partiels, etc., le faire à distance, c'est encore plus dur. Il y a aussi le volet précarité. Il y a des étudiants, effectivement, qui ont perdu leur job parce que quand les entreprises se retrouvent confrontées à une crise sanitaire et qu'il faut licencier, c'est souvent les plus jeunes qui sont licenciés en premier. Et donc, des étudiants se retrouvent sans revenus, ne sont pas boursiers ou boursières, n'ont pas d'aide financière de leurs parents, par exemple, et donc se retrouvent confrontés en fait, à cette situation de ne pas avoir de ressources pour vivre, donc à la fois pour payer son loyer. Donc c'est pour ça que beaucoup d'étudiants se sont retrouvés à lâcher leur logement et à aller chez des amis ou à rentrer chez leurs parents, tout simplement. Mais il y a aussi le volet précarité aussi alimentaire, par exemple. Et c'est à ce moment-là où on a vu des distributions alimentaires avec des files d'attente incalculables. Mais cette situation-là, elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, vous allez devant les maisons de vie étudiantes, vous discutez avec les associations qui font ces distributions alimentaires. Nous-mêmes, à l'UNEF, on a été amenés à en faire alors que ce n'était pas notre vocation première. On se rend bien compte qu'on n'en est pas sorti. Et pourquoi on n'en est pas sorti? Parce qu'effectivement, quand on parlait de sacrifier, c'est qui sacrifie quoi? C'est-à-dire que les jeunes ont sacrifié leur vie quotidienne pour protéger les autres, comme tout le monde, d'une part. Mais par contre, il y a aussi l'engagement de l'État qui, à notre sens, n'a pas été à la hauteur des besoins et des enjeux de la période, notamment vis-à-vis des jeunes, où en fait, on a tout fermé. Et après, on s'est posé la question des conséquences que ça pouvait avoir. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les bibliothèques, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire ne pas pouvoir aller à la bibliothèque pour des personnes qui ont des bibliothèques à la maison, ça pose pas souci. Des parents qui peuvent acheter des bouquins, etc., c'est pas un problème. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cet argent-là. Et les bibliothèques, c'était absolument fondamental. Et là, on avait aussi la dimension, en fait, quand on n'a pas sa chambre, quand on a des logements en fait, qui ne sont pas aptes à accueillir des familles entières qui sont confinées pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est ça aussi, c'est que la dimension psychologique, elle est absolument terrible. Oui, les questions de santé mentale et psychologique, à la fois, on en parlait justement en off juste avant sur les questions de lien social. C'est de plus avoir en fait cette interaction sociale avec les autres, c'est extrêmement compliqué. Avec un prof en visio, c'est difficile. Mais aussi au quotidien, ça se ressent. Et dans des logements, 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, c'est les chambres universitaires aujourd'hui. Ça n'a pas vocation en fait à être du matin au soir dans cet espace-là. Et ça a un vrai impact aussi derrière sur les jeunes. Mamad, comment est-ce que vous l'avez perçu? Je rappelle que vous êtes élu jeunesse, insertion et emploi à Cachan, que par ailleurs vous êtes coach. C'est un truc bête, mais aller faire du sport, c'était très compliqué aussi. C'était impossible. Donc, avec le petit film qu'on a visionné, les différents témoignages qu'il vient d'avoir, effectivement, l'aspect le plus important, c'est l'aspect psychologique. Et effectivement, moi, en tant que coach, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on est passé du jour au lendemain d'un tout à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où on a des collectifs, je parle de football parce que je suis dans le football par exemple, qui avaient l'habitude de se retrouver 3 fois par semaine, d'échanger, d'aller manger ensemble, etc. Et du jour au lendemain, on a pensé qu'il fallait répondre à l'urgence. L'urgence du moment, sans penser malheureusement à après. Ça veut dire que cette dimension psychologique, finalement, le lien social que vous décrivez, on ne l'a pas pris en compte au moment où on a décidé de tout fermer, c'est ça? Je vais incriminer personne.
Mais on a pris des décisions, à mon avis, sans concerter qui que ce soit. Donc déjà, pour moi, c'est la première problématique. Dans le sens où, pour que quelque chose soit partagé, pour que quelque chose soit appliqué, il faut que tout le monde y adhère. Et pour que tout le monde y adhère, il faut que, justement, ils puissent donner leur avis. Si on ne les consulte pas, bah, malheureusement, ça va marcher un moment, mais comme on a vu sur le deuxième confinement, il n'y a plus rien qui était respecté. Et malheureusement, ça donnait lieu à des incivilités, j'ai envie de dire, mais ça, c'est ce qu'on appelle incivilité, mais ce n'est pas des incivilités, c'est juste de la normalité pour moi. Ouais, ça veut dire que du coup, Jean-François, on a entendu parler de fraternité, de nécessité en fait de créer du lien social. Vous connaissez bien la question de l'isolement des personnes âgées, même au-delà des questions, enfin au-delà de ce moment de pandémie. Mais ce que nous dit Mamad sur cette dimension, en fait, il faut accepter et il faut qu'il y ait de la pédagogie sur sur les décisions qui ont été prises, parce que c'est pas facile de gérer une crise comme celle qu'on traverse. Mais cette question-là de la santé mentale, elle est quoi? Elle est passée au second plan? Vous diriez ça? En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que cette crise, elle a montré pas mal de choses. D'abord, quand on dit est-ce qu'il y a une génération qui a été sacrifiée, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de faits par plein de gens, franchement. Les jeunes, on en a entendu parler, c'est vrai. Mais les personnes âgées qui se sont laissées quasiment mourir hein, dans des maisons de retraite parce qu'ils n'avaient plus de lien social, ils ont aussi morflé. Et puis les familles qui n'ont pas pu aller au deuil de personnes qu'ils ont perdues. Et puis les gens qui ont fermé leur boutique parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Et puis les enfants. Bon, je crois qu'on a beaucoup sacrifié les uns et les autres. Moi, je vais te dire quelque chose qui est peut-être un peu à contre-courant, mais je trouve que ça montre quelque chose qui, moi, m'a donné courage. Je me suis dit, quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, à ce moment-là, on a mis les plus vulnérables au centre. On s'est dit, il faut qu'on fasse attention aux plus vulnérables. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est incroyable. Jamais on avait fermé le monde comme ça pour une pandémie. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on a mis même ce qui paraît le plus important pour tout le monde, l'économie au service des personnes les plus vulnérables, en disant on arrête tout pour que les vieux, ceux qui sont les plus vulnérables, décèdent pas. La question, donc moi ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis voilà, et je crois que profondément ça devrait nous rassembler, de dire on a traversé, on a beaucoup tous sacrifié des choses, les jeunes, les plus anciens, les actifs. On a mis les plus vulnérables. Évitons de se dire qui a été le plus sacrifié et disons aujourd'hui, maintenant, c'est qui les plus vulnérables? Et probablement c'est les jeunes. Maintenant, probablement, parce que c'est probablement ceux, en fait, qui ont vécu le plus profondément au moment les plus qui construisent le plus leur vie. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont le plus besoin de socialisation, au moment où ils bâtissent en fait ce qu'ils vont être demain, qu'ils ont été arrêtés. Et donc oui, si c'est eux les plus vulnérables maintenant, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va être capable de continuer d'avoir une société qui met au centre de ses préoccupations les plus vulnérables? Et ça, j'espère que tu disais, tout s'est arrêté, on est passé du tout au rien. Est-ce qu'on serait capable de passer au rien à un tout qui soit un tout fraternel après ce qu'on a appris? C'est ce que moi j'espère, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, madame, ce qu'on vient d'entendre? Finalement, on ne peut pas parler de sacrifice, puisqu'on a tous un peu sacrifié, mais dans l'histoire, c'est la première fois qu'on a tout fermé pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve que c'est très vrai et en effet, je pense que de tout fermer comme ça pour protéger les plus jeunes, ça dit quelque chose de la générosité dont vous parliez tout à l'heure, de la solidarité, parce que c'était essentiel. Hein, et qu'en effet, oui, on n'a pas toujours fait attention à ce qui viendrait après, mais les conséquences, on les a maintenant. Et j'entends parfaitement que les jeunes qui n'ont pas pu avoir ce lien social-là, et ça continue, je suis d'accord avec vous, madame, c'est pas terminé. On est aujourd'hui en train de voir les conséquences de ce qu'on a eu là l'année dernière. C'est une pandémie finalement qui démarre et les conséquences, notamment psychologiques, on est juste en train de les découvrir. Comment vous avez vécu ça, madame?
Alors, eh bien, un peu difficilement parce que on représente un centre de formation, justement. On est là avec toute une promotion. On a parlé tout à l'heure de cours en distanciel. C'était un petit peu compliqué pour les apprenants et puis également pour les encadrants, les formateurs. On est en plus dans le secteur puisque on forme aux formations sociales et médico-sociales et les personnes fragilisées par la maladie et le handicap. C'est vraiment notre, entre autres, c'est notre secteur de prédilection. Donc, on a vu pour les personnes qui devaient aller en stage auprès des personnes fragiles de grosses difficultés. De grosses difficultés. Effectivement, tous les apprenants ont été témoins de l'isolement qu'ont vécu ces personnes, des professionnels du secteur qui se trouvaient également mis à mal. Voilà. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui sur votre public, celui que vous accompagnez en formation? Alors, beaucoup de questions. On a préparé un peu ce débat ce matin en classe. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur est-ce qu'on a vraiment géré la situation? Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Pourquoi le vaccin? Les questions qui ressortent. Est-ce que c'était vraiment utile de sacrifier, d'isoler les personnes âgées, de se retrouver maintenant sacrifier nous-mêmes? Et vous, mademoiselle, ça vous inspire quoi tout ça? Il n'y a personne, regardez-moi juste. Est-ce que ça est-ce qu'il y a-t-il vraiment une comment dire Non mais glissez-moi ça dans l'oreille. Dites-moi ça dans l'oreille. Alors, Nabila, c'est ça? Alors, Nabila nous dit, mais est-ce qu'il y a un moyen finalement de sortir de tout ça, de stopper la pandémie? Cette dimension aussi, on l'entendait à l'instant, finalement, est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Parce que les sacrifices pour les plus jeunes, Jean-François, vous nous parliez de fraternité, ça n'est jamais arrivé. Mais quand on voit les sacrifices et quand on voit les conséquences, alors certes, il y a eu le quoi qu'il en coûte et on voit que globalement, l'économie, elle repart, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Alors, je veux dire, quand je parle de fraternité, ça voulait dire simplement, je ne suis pas sûr que c'est encore la fraternité. Voilà, je ne suis pas encore sûr de ça. Je dis simplement, on a eu la décision de mettre les plus vulnérables au centre de l'ensemble de nos efforts. Et ça, c'est un signe important. Mais la fraternité, justement, pour sortir de cette période où, en fait, ce qui a été vécu, c'est en fait de faire face à la solitude. Faire face à la solitude pour des jeunes, pour des enfants, pour des adultes, etc. Moi qui connais très bien les personnes âgées isolées, c'est une période où ils se sont sentis moins isolés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on n'est plus les seuls à être isolés. Tout le monde est isolé. Donc on se dit, ils savent ce que ça veut dire un peu d'être isolé. Juste pour qu'on ait une idée, Jean-François, il y a combien de personnes âgées isolées en France? En France, on considère que c'est 1,7 million de plus de 75 ans qui sont en situation d'isolement. Et on considère que c'est plus de 520 000 qui sont en mort sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont de contact avec personne. Donc de mort sociale. Il ne parle à absolument personne. Un demi-million de personnes. Voilà, exactement. Ouais. Et ça ne concerne pas que les personnes âgées, parce qu'avant même la pandémie, c'était 14% des Français, c'est-à-dire 7 millions de Français qui étaient dans cette situation, quel que soit son âge, quelle que soit la situation économique, en sachant que c'est sans doute aussi ceux qui sont ceux qui ont des revenus les plus modestes, ceux qui ont fait le moins d'études, etc., qui sont les plus touchés. Bon, et donc cette situation d'isolement, elle était déjà très forte avant la pandémie, avec une intensification des choses, puisque
En 2016, il y avait 2% des jeunes isolés. Et déjà en 2020, il y en avait 12%. C'est-à-dire qu'il y a une montée de l'isolement social dans notre pays qui est considérable. Donc la question de l'isolement social, pour répondre un peu à cette question-là, comment on en sort ? Eh bien, on en sort en reprenant des relations ensemble, en se parlant, en allant boire un café ensemble et en discutant, en créant des associations, des moments où on peut vivre ensemble, où on peut s'engager ensemble, où on peut partager des projets ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Il faut multiplier partout la possibilité de vivre ensemble, d'agir ensemble. Et il y a plein de capacités. Il y a des associations d'étudiants qui le font, il y a des associations de quartier, il y a des espaces où on peut faire ça. Et je crois que, je veux dire, on a fait des grands plans de sortie économique, mais on n'a pas fait des grands plans de sortie de la solitude et de l'isolement dans lequel on a été. Et je pense qu'il faudrait faire un grand plan de sortie de cet isolement qui n'est pas seulement celui du Covid, mais qui a été extrêmement renforcé par le confinement. Donc, il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut s'échanger des choses ensemble, il faut avoir des projets communs. Donc, créer partout des capacités à retisser des relations ensemble. On a envie, on crève d'envie, en fait, de se retrouver à vivre et à agir ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Mamad, Mariam, là, de cette idée de, en fait, pour sortir de l'isolement, de cette anxiété, de ses conséquences sur la santé mentale, en fait, il va falloir qu'on refasse ensemble. Mais dans un moment où les gens n'ont jamais été aussi presque renfermés sur eux-mêmes. On est tous dans nos maisons, on a moins envie de sortir, on s'est habitué au canapé et à Netflix. Pardon, hein, mais en vrai, on a le droit de le dire. Donc, comment on reprend ces habitudes d'aller vers l'autre, sachant qu'on s'est quand même tous un peu recroquevillés. Mamad ? C'est très difficile dans le sens où aujourd'hui, on réfléchit d'abord pour soi. Et c'est logique. Parce que la première souffrance, elle est individuelle. Donc, je pense que la première étape, c'est de se reconstruire, déjà, psychologiquement. Et puis ensuite, effectivement, repartir dans une dynamique collective. Mais je tiens aussi à rajouter que là, on est dans une période assez cruciale. C'est les élections présidentielles. Et ce genre de thématique, moi, j'entends aucun candidat en parler, par exemple. Oui. Et peut-être qu'on va en parler peut-être au deuxième tour, quand ça sera déjà un petit peu trop tard, malheureusement. Mais en fait, il faut que beaucoup de personnes dans les différentes villes de France se mobilisent, parce que la crise, elle a montré là où on avait déjà des lacunes. Et on a renforcé ces lacunes-là. Ça a été un révélateur, selon vous. Exactement, Ouais. ça a été un révélateur. On n'invente pas les problématiques, on ne les a pas découvertes après le confinement, en tout cas pour moi. Donc je pense vraiment qu'il faut retravailler à partir des individus, mettre l'individu au cœur de tout, et puis ensuite avoir une dynamique collective. Ouais. J'imagine, Mariam, que vous êtes sur la même ligne. Ouais, je partage le constat pour le coup, parce que déjà sur les élections présidentielles, on pourrait en parler pendant des heures, mais par exemple mettre les jeunes, la jeunesse au cœur des débats sur les élections présidentielles et sur c'est un public qui a été énormément touché par la crise sanitaire. Comment on fait pour qu'ils puissent se reconstruire dans une période où leur construction a été altérée? C'est pas du tout dans le débat public aujourd'hui. Et c'est un vrai problème. Mais comment on fait? Oui, mais alors d'accord, on fait le constat, déjà que c'est les pas personnes... un débat public. Comment on fait pour le mettre au centre? Déjà que il y a plusieurs choses. Il y a déjà que les personnes, les candidats et candidates se rendent compte. Enfin, on fait tous le constat, donc à un moment donné, il faut ne pas se voiler la face. Il y a aussi tout simplement échanger, discuter avec les associations de la société civile, les personnes qui au quotidien travaillent en fait avec ces publics qui aujourd'hui, que ce soit des jeunes, mais pas que, qui sont les plus touchés en fait, qui ont plein de propositions. Peu importe les secteurs, que ce soit les assos de quartier, les organisations représentatives au niveau local ou national, il y a plein d'idées, mais la question c'est de vouloir politiquement les reprendre. Et on se confronte aujourd'hui à un sujet qui est de est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle veulent ou pas porter ces questions-là. Et donc nous, notre travail, à notre sens, à notre échelle, c'est de faire en sorte que ces débats-là soient portés au plus haut,
Par contre, il y a aussi une responsabilité de leur part de faire des choses. Et bon, on est encore techniquement dans le quinquennat, donc il y a encore des choses à faire, je pense, de ce point de vue-là, où il y a la question de comment on met les jeunes en protection sociale, les filets de sécurité sociale, comment on réfléchit sur les questions de santé mentale à donner des outils. Il y a eu 3 chèques psy gratuits. C'est rien, 3 consultations psy pour des étudiants qui ont été confinés pendant des mois et qui ont galéré. Donc, Surtout quand voilà. sur les campus, on a 2 psychologues pour 40 000 étudiants. C'est encore gentil. C'est encore gentil parce qu'aujourd'hui, on a concrètement 80 000 psychologues pour presque 3 millions d'étudiants. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, mesdemoiselles, là, tous ces débats? Est-ce que vous seriez prête, vous, par exemple, à vous dire je m'engage dans une association, je fais en sorte que ma voix, elle soit portée? Je rappelle, vous évoquiez l'élection présidentielle, voilà, ça veut dire aussi voter, avoir une idée de comment tout ça se passe. Mais est-ce que vous considérez que il y a quand même eu des choses, il y a eu des tentatives, c'est juste que finalement, en face, c'était une situation tellement inédite que, en fait, c'est compliqué de gérer ça, quoi. Théoriquement, le fait de s'engager, ça m'intéresserait énormément. Mais en fait, de voir que malgré toutes les manifestations qui puissent être vues à la télé et toutes les prises de parole qui sont contre la doxa, je suis en sociologie aussi, donc voilà. Et du coup, en fait, malgré tous les efforts des personnes, en fait, comment on appelle ça? Non, mais que ce soit des associations, que ce soit des gens qui s'engagent, malgré tous ces efforts? Malgré tous ces efforts, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu, en fait. Et du coup, je me dis, bon, ça serait cool de s'engager, mais si eux-mêmes, que je vois à la télé, ils n'arrivent pas forcément à avoir gain de cause, ou en tout cas, c'est pas... Enfin, ce qu'ils gagnent, au final, c'est pas assez pour ce qu'ils veulent réellement et ce qu'ils ont besoin réellement, surtout. Et bien, c'est comme si ça me décourageait un petit peu. Ouais, donc en fait, on a beau s'engager, on a beau monter au créneau, on a le sentiment qu'on n'est pas entendu. Oui. Personnellement, j'aimerais bien m'engager, mais parce qu'au début de la pandémie, on n'avait plus d'interaction sociale. On était obligé ma famille, on était obligé de sortir juste un membre de famille pour faire les courses. C'était en fait, on vivait dans un cercle de stress, de peur. On vivait, c'était difficile pour tout le monde. En fait, on a fait des sacrifices. Mais franchement, là, c'est pas comme au début. Au début, on avait des cours de 8h30 à 19h30, donc c'était difficile d'assister aux cours. Mais vous avez le sentiment que déjà, il y a un peu plus de débat autour de la question des jeunes, de la santé mentale, etc., de tout ce que vous avez traversé. Est-ce que, comme Mariam le disait, et Mamad, on est quand même dans un moment où on est censé avoir du débat politique. Est-ce que vous estimez que cette question, elle existe? Oui, personnellement, j'avoue que il faut organiser des débats pour voir comment les gens voient les choses et est-ce qu'on peut faire des efforts individuels pour pouvoir chercher des solutions et pour... Moi, j'entends qu'en fait, il faut pousser les autorités, que ce soit sur le terrain, les municipalités, que ce soit même de manière plus large en fait au niveau national. Ces questions, pour qu'elles existent, il faut pousser l'agenda. Il faut mettre la pression, c'est ça? Ouais, et on met la pression collectivement. Donc en fait, les personnes justement qui sont un peu comme toi, qui hésitent à s'engager en se disant bon, ils sont déjà là, ils n'arrivent pas et moi je vais rien apporter. Enfin, il y a aussi la force du collectif, c'est qu'il n'y aura jamais assez de personnes engagées pour porter ces questions-là. Donc voilà, moi aussi un conseil que je peux donner, c'est engage-toi quoi qu'il arrive. Et on demande toujours, de toute façon, toujours plus que ce qu'on va avoir.
c'est la règle de base pour gagner des choses justement. Et oui, il y a aussi, faut aussi faire en sorte que dans les débats, parce que bon, moi je n'organise pas les débats, mais il y a une responsabilité des journalistes, des médias, etc., à faire en sorte de visibiliser ces sujets-là, de donner la parole aux jeunes et aux jeunesses, mais aussi de permettre à ce que les candidats et candidates répondent et prennent leurs responsabilités sur ces questions-là. Et si on ne l'impose pas dans le débat public, il n'arrivera pas tout seul. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des représentants, des porte-paroles et des associations qui font ce travail-là au quotidien au niveau local ou national. Jean-François, vous êtes d'accord? En fait, il faut qu'on s'engage et qu'il y ait une forme de pression citoyenne de tous les côtés? Moi, ce que je veux dire, et pour répondre à votre interpellation, c'est que oui, en fait, vous pouvez changer beaucoup de choses, en fait. Et le monde, la société, elle dépend pas que, et en fait, elle dépend pas tant que ça de ceux qu'on regarde à la télé, en fait. Alors elle dépend énormément de chacun d'entre nous. Moi, je vais beaucoup sur les territoires, et en fin de compte, il y a énormément de gens engagés, il y a énormément de projets qui se mettent en place, de gens qui sont extraordinaires, qui vraiment sont préoccupés par le bien commun, sont préoccupés par le fait qu'il y ait de la convivialité dans les quartiers, que les gens se rencontrent, qu'il y ait du débat, etc. Moi, je vais souvent, et c'est des communes qui s'engagent, c'est des associations, c'est des citoyens. Eh bien, très sincèrement, ils changent le quotidien en vrai. Parce que s'il y a une personne, bon, je connais bien la question de l'isolement des personnes âgées. Quand vous avez un jeune qui va rencontrer une personne âgée, ça va vite pour que la personne âgée, elle retrouve sa gaieté et sa vie. Hein. C'est très, très important. En rien, en peu de choses, vous changez le monde, en fait. Et donc, si on attend que ce soit ceux qu'on voit à la télé qui changent le monde, on va tous attendre longtemps. Hein. Et donc, il faut changer le monde. Et puis ensuite, une fois que le monde est changé, il y a des gens qui vont se dire « Ah, oups, il faut en fait être porte-parole de ce monde qui est en train de changer. » Moi, je crois que le monde, il est en train de changer grâce à vous, grâce aux gens qui s'engagent, grâce aux gens qui font des choses près de chez eux, dans leur ville, dans leur quartier, dans leur immeuble, et qui se mettent ensemble pour éviter qu'il y ait de la solitude, de l'isolement, de la précarité, et qu'on construise ce qui est quand même sur les écoles, sur les mairies, de la fraternité dans la République, c'est-à-dire qu'on soit concernés les uns par les autres par l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une construction politique, une parole politique, mais il ne faut pas que ça nous décourage, voilà, parce que ça viendra. Voilà. Mamad, et puis alors pour le coup, l'engagement, c'est pas que... Enfin, c'est des associations d'aide aux jeunes, c'est les personnes âgées, etc. C'est s'engager au pied de son immeuble, dans son quartier, etc. Mais c'est aussi, c'est son club de foot, c'est son club de handball, c'est pourquoi pas en fait aller travailler avec des plus petits. C'est-à-dire que l'engagement, ça commence vraiment au bout de sa rue. Oui, l'engagement, ça commence partout. Maintenant, après, ce que j'aimerais dire, c'est que on sait ce qui se passe dans nos quartiers parce qu'on y vit. On n'est pas déconnecté de la réalité. Mais la problématique, c'est moi, quand j'allume ma télé, d'ailleurs, je l'allume plus, parce que c'est un petit peu... J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde. C'est que ce que vous décrivez, c'est pas ce qu'on nous montre, en fait. C'est pas du tout ce qu'on nous montre. Donc, à un moment donné, je peux comprendre qu'on n'a plus envie de se battre, parce qu'on n'a plus confiance, parce qu'on se dit, à un moment donné, est-ce que l'effort que je vais faire d'aller m'impliquer dans une association, etc., est-ce que ça va servir à quelque chose? Aujourd'hui, c'est la question que beaucoup se posent. Et cette question-là, c'est pas moi, c'est pas nous ici, on va pouvoir y répondre, mais c'est aussi la responsabilité des médias qui montrent pas, entre guillemets, ce qui se passe réellement dans nos vies. Parce que l'entraide, elle existe, hein. Elle a toujours existé dans nos quartiers, elle a toujours existé. L'isolement, effectivement, hein, ça existe, il n'y a pas de souci. Mais les jeunes, ils ont toujours contribué à justement aider, etc. Et j'ai l'impression que, en fait, depuis le confinement, on découvre, ah, vous avez vu, dans ce coin-là, c'est super. On a des jeunes qui aident les plus vieux à monter leur oui, ça a toujours été le cas. Mais Mamad, moi je vais vous objecter quelque chose. Vous avez près de 2 millions de followers sur TikTok. C'est plus que certaines matinales de la radio, c'est plus que... ouais, vous pouvez bomber le torse. Hein. Mais vous êtes un média en tant que tel. Et est-ce que finalement, là-dessus, et ensuite on retournera dans le public, mais Mariam, Jean-François, on voit aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, les choses se savent. Enfin...
on peut plus dire comme avant, les médias, en fait, ils en parlent pas, on se voit pas. Bah oui, mais finalement, il y a d'autres médias qui permettent de raconter les choses et de raconter ce monde qui est en train de se transformer. Vous-même, vous êtes un média en tant que tel? Effectivement, j'ai cette chance et cette malchance parce que c'est une responsabilité. Et c'est clairement, c'est dur. Faut pas dire de bêtises. Non, c'est dur, parce que effectivement, je suis aujourd'hui créateur de contenu et j'ai énormément de followers, très bien. Mais je suis tout seul. On est beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes à avoir énormément d'abonnés, mais combien s'engagent? Combien? Je sais pas. On a des footballeurs qui sont adulés. Combien s'engagent? On a des comédiens qui sont adulés. Combien s'engagent? Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on sait que on va un petit peu trop l'ouvrir, ça va être un petit peu compliqué pour nous. Moi, personnellement, je m'en fiche complètement. J'étais quelqu'un avant les réseaux sociaux et je serai quelqu'un après les réseaux sociaux. Donc, je m'en fiche complet. C'est tout. Non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a en fait à la fois, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que les médias sont devenus à la portée de tous, enfin voilà, mais à la fois, c'est une sorte de combat de la parole qui fait que on n'ose plus. Mais ce qu'il y a à montrer, c'est des choses qui donnent courage. Il faut vraiment montrer les choses qui donnent courage. Parce qu'on n'en peut plus d'avoir une idée de cette société comme une espèce de naufrage. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, Mamad, complètement. Ce qui se passe en vrai, c'est pas ça. Ce qui se passe en vrai, c'est les gens qui s'engagent, qui sont solidaires, qui sont fraternels et qui ont juste besoin d'être encouragés, valorisés, salués, remerciés et soutenus. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est la responsabilité des politiques, des communes. Je vois que tu es élu aussi dans une commune. Les communes, vraiment, qu'elles puissent je veux dire, soutenir et remercier et valoriser en fait l'engagement des citoyens qui le font, parce qu'il faut montrer ce monde-là. Parce que c'est ce monde-là en fait qu'on veut construire et qui doit nous aider. Enfin, c'est celui-là qui nous aidera. Hein. Et après, libre à tous ici de s'engager en fait dans des carrières de journalistes. Il y en a. Et il y a de la place, il y a des places à prendre. Qu'est-ce que ça vous inspire, madame? J'écoute attentivement, mais en fait, je me dis que... C'est bon là? Ouais. Oui, voilà. Association, très bien, j'en fais partie, on en fait beaucoup partie. Mais la question que je me pose là, c'est de me dire comment arriver jusqu'aux gens. Alors, c'est une porte ouverte, hein, mais on fait plein de choses dans notre quartier. Je trouve que les gens sont moins solidaires qu'avant. Racontez-nous juste, qu'est-ce que vous faites dans votre quartier? Alors, il y a des maisons de quartier, effectivement, qui fonctionnent toutes différemment, qui fonctionnent sur abonnement, ou alors les gens viennent librement quand ils veulent. Mais moi, dans mon quartier, là où j'habite, je pense que les gens sont moins, je les vois moins solidaires entre eux. Vous habitez où? Barque-aux-Lièvres. D'accord. Alors c'est peut-être la vie qui m'appartient complètement. Hein. Je peux me tromper. Je vois peut-être pas les choses ou je les connais pas. Mais je trouve qu'il y a moins de solidarité qu'auparavant. J'étais étonnée par ça. Alors au début, je disais peut-être que entre familles, ils se connaissent beaucoup mieux. Peut-être que ça fonctionne entre eux. Ça, c'est possible. Mais j'espère que je me trompe. Et comment la proximité... Je me prends encore 2 petites secondes. Oui, comment s'approcher des gens, en fait. Hein. Alors, un exemple, je réfléchis par rapport à l'intervention d'hier. Aller à la fac, très bien. Mais je me dis, les gens de mon quartier, ils ont plein de choses aussi à dire. Ils n'iront pas à la fac, mais ou ils vont peut-être pas ici, peut-être plus, parce qu'ils vont pas se faire des courses. Un exemple. Mais, je ne sais pas comment amener le sujet à ce moment-là. Quels moyens utiliser? Parce que bon, je me dis des fois, bon, je me donne bonne conscience, j'ai fait des choses, je suis contente. En fait, je ne suis pas contente du tout, parce que je n'ai pas touché les gens que je voulais toucher. Et puis c'est des gens qu'on n'oseront pas dire qui sont seuls, qui sont pauvres ou pas d'ailleurs, hein, mais qui sont seuls surtout. Et vous, madame? Non, moi je ne m'adresse pas, non. Non. Vous êtes sûre? Bon. Bah alors du coup, moi, on peut tirer le fil de cette... D'accord, vous avez le même point de vue. On peut tirer le fil de cette interpellation. Mariam, comment on va au-devant des gens, sachant que c'est aussi un stigmate de demander de l'aide, de dire qu'on est dans une situation de pauvreté, de précarité, de dire qu'on va mal. Est-ce que véritablement, en fait, tout ce qu'on met en place, même quand on est dans l'associatif, est-ce qu'on est sûr que ça touche vraiment ceux qui en ont le plus besoin? Et là, ça va presque...
au-delà de la question des institutions. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est encore dans l'écoute de son voisin? Mamad, vous disiez à l'instant, la solidarité dans nos quartiers, elle existe, ça a toujours existé. Ouais, mais est-ce que c'est pas en train là aussi de s'effilocher? Je sais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mariam? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites, donc je vais essayer de... Voilà. D'abord, on touche, qui est-ce qu'on touche? Ça dépend. Par exemple, sur Facebook, par exemple, on va toucher des personnes plus âgées. Aujourd'hui, Facebook, c'est utilisé par nos grands-parents. Voilà. Mais c'est vrai, nos parents, nos grands-parents. On a des personnes... voilà, ma sœur qui a 16 ans, elle est sur TikTok. Donc voilà, elle va plus suivre des gens comme toi ou sur Instagram. Et puis, il y a, on va dire, l'entre-deux qui utilise Twitter. Enfin voilà, moi je fais de la sociologie, donc ça me passionne, mais il y a une vraie question sur ces sujets-là de qui est-ce qu'on touche et par quel outil et par quel média. Et donc je reviens sur le sujet des influenceurs ont un impact. Effectivement, ils ont un impact, et c'est aussi pour ça qu'il y avait des personnes comme Enjoy Phoenix, etc., qui étaient invitées au gouvernement pour parler des jeunes. Parce qu'en fait, ils ont une influence. Le seul bémol, c'est que du coup, ils décrédibilisaient une certaine parole, etc. Oui, c'est pas vraiment des vrais jeunes, c'est ça que tu veux dire? C'est pas que c'est pas des vrais jeunes, c'est juste que c'est des jeunes qui sont dans une situation particulière d'influenceurs avec un métier particulier qui a été créé au fur et à mesure de l'arrivée des réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup de si, quoi. Enfin voilà. Donc il y a ce côté-là, et la question de l'engagement. C'est un sujet qui est ouvert. Tout le monde s'est penché sur le sujet, etc. Et je pense que la crise sanitaire fait qu'effectivement, il y a ce regain de comment on fait du lien, tout simplement. Mais aujourd'hui, même en allant à la fac, il y a des choses qu'on peut pas faire sur l'université. Il y a des événements qu'on peut pas organiser. Il y a des choses où on a énormément de contraintes, d'obstacles. Et ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc ça rend difficile certaines choses. Et après... sur les médias, entre BFM et un influenceur même à 2 millions d'abonnés, les moyens sont pas les mêmes. Donc les moyens financiers sont pas les mêmes. Rien que les caméras, etc., c'est pas du tout pareil. Donc forcément, derrière, c'est pas visibilisé de la même manière. Et je pense à une personne qui est au fin fond de la Creuse. C'est l'exemple qu'on prend souvent, mais quelqu'un qui est au fin fond de la Creuse, il va pas forcément voir TikTok, quoi. Il va ouvrir sa allumer BFM. On va pas faire de discrimination territoriale, Mariam. Non, mais je fais attention à ce que je dis. Non, mais dans le sens où une personne qui est pas forcément très réseaux sociaux et qui va juste allumer sa télé, forcément, elle va pas du tout voir la même chose que ce qu'on regarde sur Twitter ou TikTok. Oui, et donc du coup, ça va... forcément, c'est des représentations, parfois des clichés qu'on va pouvoir retrouver, notamment sur les gens issus de quartiers populaires. Sur cette question de Mamad et Jean-François, sur cette question de est-ce que véritablement la solidarité c'est la même qu'avant? Est-ce qu'il y a autant de gens engagés? Est-ce que comment on va véritablement toucher nos voisins? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ça inspire beaucoup de choses. D'abord, de dire, moi je ne le mettrais pas au sens moral, c'est-à-dire est-ce qu'on est moins solidaire qu'avant? C'est-à-dire est-ce qu'on a un meilleur cœur qu'avant ou moins bon cœur qu'avant? Moi ça, je ne crois pas du tout qu'on puisse le regarder de ce côté-là. Par contre, comment on fait pour que cette solidarité, elle s'exprime facilement pour les gens et que les gens y aient accès? Et ça change beaucoup. C'est vrai avec les réseaux sociaux, ce que vous disiez, comment on touche les gens. C'est vrai, ils vont suivre le fil de Mamad sur TikTok. Donc c'est comme ça qu'ils vont être... mais quand on parle d'association, on a l'impression de parler d'un monde... du 19e siècle. Mais moi, quand je parle d'association, je ne parle pas du tout de ça. Je ne parle pas des organisations associatives qui sont les anciennes organisations des solidarités. Association, ça veut dire s'associer. Ça veut dire comment, en fait, des gens dans un immeuble sont solidaires, mais pas seulement parce qu'ils ont bon cœur, mais comment, en fait, ils font un, deux ou trois, puis à 3 ou 4 dans leur quartier, dans leur immeuble. C'est-à-dire comment ils vivent et ils agissent ensemble pour porter la solidarité un peu plus durablement, avec un projet qui se construit, qui répond finalement aux besoins de leur quartier, aux besoins de leur village quand c'est en Creuse, ou aux besoins de leur immeuble quand c'est ici à Évry. C'est les habitants qui savent ça. Et il ne faut pas qu'ils soient laissés seuls. C'est comment en fait on aide à faire et vivre la solidarité un peu ensemble. Et ça, je crois qu'il y a vraiment un grand travail à faire avec toutes les associations
pour que les organisations associatives soient au service de ces dynamiques qui viennent des habitants et que ce ne soit pas l'inverse. Souvent, les associations, les grandes associations qui sont instituées, ils ont un projet, puis ils vont dans un quartier et disent voilà, on a besoin de tel bénévole pour faire telle tâche. Mais les gens, ils s'en fichent de ça. C'est pas ça le problème. C'est comment, en fait, moi, dans ce que je vis, dans mon quartier, dans mon immeuble, et la solidarité que je construis, je peux être aidé pour le faire à plusieurs, et comment je suis soutenu pour ça et valorisé pour ça. J'entends aussi que du coup, il faut arrêter de tout attendre de l'État, quoi. Il faut un moment qu'on s'organise et qu'on se lance, et puis c'est ça. Mamad, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces questions de solidarité et de comment on s'engage sur le terrain? Est-ce que véritablement c'est aussi bien qu'avant? Comme je disais tout à l'heure, je pense que là on est arrivé à une époque où c'est normal. Les gens, c'est d'abord eux. C'est un peu normal. Si je vais pas bien, comment je vais aller aider les autres? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une priorité. Pour moi, la priorité, elle est, comme je disais tout à l'heure, la restructuration psychologique, parce que ça a été, j'ai pas envie d'employer des grands mots, mais voilà, ça a été catastrophique à ce niveau-là. Et ensuite, aller dans une dynamique un petit peu plus collective, qu'il y avait avant et qu'il y a toujours, je pense, et qui s'amplifiera avec le temps, j'espère. Mais qui, je l'entends, en fait, est aussi lié au fait qu'on a besoin tous de se reconstruire et de sortir de ce moment. Oui, mais là, je suis complètement d'accord avec toi, Mamad, mais moi, quand je dis collectif, ça ne veut pas dire s'engager dans des projets compliqués. Ça veut dire partager une bière avec toi. Et ça veut dire aller manger un morceau, parfois, tu vois. C'est-à-dire, en fait, la reconstruction de l'individu, bien sûr, on est tous en train de se dire comment je vais mieux. Elle passe par le fait que je vais avoir un ami qui va s'appeler Mamad. Ça va me faire un bien de fou. Parce qu'en fait, sinon, je me reconstruis en me regardant sans arrêt dans la glace et je ne me reconstruis pas, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas de l'engagement seulement pour les autres, de solidarité, parce qu'on est fort et qu'on donne à ceux qui sont faibles. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on on est tous vulnérables, on a tous besoin de vivre des relations d'amitié. Il n'y a pas ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles, en fait. On a tous besoin de créer des liens ensemble pour se redonner de la force collective. Et après, je suis complètement d'accord avec toi, après, quand on est 3 ou 4 et qu'on a bien bu un verre ensemble et qu'on est bien... voilà, on se connaît, on se comprend, quand on se parle, là, peut-être qu'on peut aller... Et celui-là, là, jamais il vient, on peut faire l'effort, parce qu'on sera devenu fort. Donc, tu vois, je crois que c'est... Il y a plusieurs étages. Voilà. Se reconstruire soit par la relation à l'autre, et ensuite, là, peut-être, se structurer ou pas, mais faire en sorte d'aller vers l'autre. C'est parce qu'on est bien soi qu'on peut faire du bien aux autres. Alors, du coup, vous, comment ça va? Moi, ça va plutôt bien, merci. Ouais, qu'est-ce que... Se faire du bien à soi pour faire du bien aux autres? Oui, je suis plutôt d'accord, mais c'est aussi... pour moi, ça vient d'abord du collectif. C'est si on est bien avec les autres, on est bien aussi avec soi-même. Et l'inscription dans les collectifs, elle est super importante, surtout aujourd'hui. Moi, je suis de l'UNEF, du même syndicat que Mariam, et donc je suis très content qu'elle soit là pour défendre nos valeurs. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On voit bien, que ce soit dans les organisations de l'université, dans les organisations syndicales ou associatives, qu'il y a un désengagement général des étudiants, mais pas que, partout. Et on a une sorte d'individualisme qui gagne. Et ça, c'est en partie à cause des manipulations médiatiques. Vous en parliez tous tout à l'heure. Moi, des caméras, j'en ai bien vu, de CNews ou de BFM TV, en train de blâmer les jeunes qui prenaient un verre sur les quais de Seine au déconfinement. En revanche, des caméras, pendant qu'on faisait des distributions alimentaires dans les résidences universitaires d'Evry, il n'y en avait pas. Si, on a eu Rémi Buzine qui sera parmi nous vendredi, qui est un reporter de Brut. Enfin, il y a eu quand même il y a d'autres médias en fait qui font ce travail. Voilà, c'est ça, c'est sur Internet. Sur Internet, il y a un vrai travail parce qu'il y a des journalistes, il y a aussi des journalistes militants et des militants tout court. Mais ce qu'il y a, c'est que l'audience d'Internet, ce n'est pas l'audience classique de la télévision. Et donc, encore une fois, ça cloisonne un petit peu la part des populations, ceux qui vont regarder telle et telle chaîne, ceux qui vont regarder tel et tel média sur Internet. Et ce n'est pas comme ça qu'on va essayer de créer des solidarités. Vous parliez d'un monde qui est plus fraternel aujourd'hui. Le monde d'après, on en a beaucoup parlé pendant le confinement. Pour moi, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'avant, mais en pire. Puisque dans les réunions, par exemple à l'université, on a des gens qui viennent nous voir pour
nous promouvoir le distanciel. Dire, ah mais regardez, ça a bien fonctionné pendant les confinements, on va essayer de détendre de plus en plus le distanciel. Mais nous, on n'en a pas envie du distanciel. On est des étudiants, on veut des vrais professeurs, on veut un vrai dialogue, on veut être tous ensemble, en communauté, on ne veut pas être derrière notre écran. Et donc, moi, les nouvelles solidarités, j'ai un peu du mal à les voir. Et les seuls endroits où je les vois, c'est dans les organismes syndicaux, dans les associations. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de s'engager aujourd'hui. Merci. Donc, vous avez bien entendu pour le tract. Il faut s'engager. Engagez-vous surtout et dans les organisations. Mais l'engagement commence, on le disait, en bas de chez soi. Mais mademoiselle, alors vous aviez quelque chose à ajouter? Je voulais juste... je le prends? C'est bon? Ok. Je voulais juste ajouter le fait qu'il serait peut-être pertinent de comprendre en fait pourquoi, dans le contexte sanitaire et social d'aujourd'hui, on se désengage. Enfin, peut-être qu'il y a des explications à ça, comme par exemple le confinement, montée de l'individualisme, donc forcément désengagement du collectif, et aussi la peur du Covid aussi, ça empêche les gens de sortir, ça aussi en fait. Donc surtout le voir à la télé, partout autour de nous, on rentre dans le centre commercial, masquez-vous. Donc, et même le masque, en fait, j'ai l'impression que c'est une barrière sociale. Par exemple, j'ai une professeure qui nous a demandé d'enlever le masque pour notre exposé. Ça m'a fait bizarre, parce que c'est plus normal. Et du coup, tout ça, je pense que ça joue sur justement l'engagement en fait, des personnes. Du coup, voilà. Super. Merci pour cette intervention. Finalement, c'est intéressant ce que vous venez de nous dire, mademoiselle, parce que le masque serait une barrière. On a perdu l'habitude d'aller vers l'autre et finalement, l'autre est un peu une menace. Madame, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, rapidement. Je veux dire que par rapport aux engagements, je pense que c'est la confiance aussi qui manque peut-être. Je ne disais pas plus tard qu'hier, on disait que 34% des jeunes de moins de 25 ans n'allaient pas voter. Ça peut changer, hein, même la veille. J'espère que ça peut changer. Mais je pense qu'on est dans un climat de non-confiance, que ce soit vis-à-vis de la politique, de plein de choses, et de l'autre aussi. Et puis aussi une catégorie de gens dont on ne parle pas, c'est les petits. Les pédopsychiatres, ils ont un travail énorme en ce moment. Les enfants de bas âge, ils ont vu des gens masqués, ils ont vu peu de monde. Il y a un enfant qui disait l'autre jour, j'ai le nez propre mais pas les mains. J'ai trouvé ça drôle, mais non, mais il faut bien mettre j'aime beaucoup plaisanter, mais j'ai trouvé que c'est à la fois très drôle, oui, marrant, mais quelque part ce gamin, effectivement, on n'arrête pas de lui mettre des cotons dans le nez, quoi. Et ça devient l'habitude. N'empêche que, voilà, je reviens sérieuse. Pour les petits, c'est vrai qu'ils n'ont pas vu de visage, qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'adultes. Vraiment, c'est compliqué aussi. Bon, ils ne sont pas là pour témoigner, hein, non, mais vous êtes une parfaite porte-parole pour ces petits. Madame, non, ouh là là là. Faites comme s'il n'y avait personne. Regardez, on n'est que toutes les deux. Oui, on n'est que toutes les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, justement, le fait que ce masque et vous avez un FFP2 ? Est-ce que vous avez le sentiment que l'autre, finalement, de manière presque un peu inconsciente, est devenu une menace ? Oui, effectivement, oui. C'est vrai, parce qu'avec tout ce qu'on nous dit, tout ce qui a été dit dans les médias, si on n'a pas le masque, on est dangereux. Et on est beaucoup à vivre ça. Moi, j'ai un masque FFP2 parce que je suis retraitée, mais je suis surveillante à la fac d'Evry. Donc, je demande un masque FFP2 parce que on côtoie énormément d'étudiants quand on doit les faire rentrer pour les partiels. Ils sont tous agglutinés et voilà, je me protège. Et du coup, c'est aussi, selon vous, ce qui nous empêche d'aller vers l'autre, de se dire, bon, allez hop, on recommence, on essaye de faire comme avant. Ça peut plus être comme avant ? En fait, quand on parle toujours de la vie d'avant. Parce que c'est plus pareil, même si maintenant on peut sortir, on peut faire beaucoup plus de choses par rapport à cette période de confinement horrible. On parle toujours de la vie d'avant et on essaie de reprendre un petit peu des habitudes de la vie d'avant, mais on n'y est pas et ça a fait une trop grosse coupure. Donc je ne sais pas quand on va retrouver cette vie d'avant, mais je pense qu'on a quand même été pas mal traumatisés. Retrouver la vie d'avant, ce masque qui crée une distance, le fait que l'autre soit devenu une menace, qu'il soit jeune ou vieux ou alors carrément tout petit. Ça veut dire qu'on est vraiment passé, on a changé presque de civilisation, quoi. Il s'est passé vraiment quelque chose. On est aussi un peu sidéré par tout ça.
Ouais, je pense qu'il y a un énorme bouleversement de notre société, pas que lié au Covid pour le coup. Enfin, par exemple, juste prendre en compte les questions climatiques et environnementales. Enfin, c'est quand même un bouleversement important parce qu'avant on en parlait peu et concrètement les rapports, tout le monde les mettait sous le bureau, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas un non-sujet en fait. Le sujet existe. Et je pense qu'il y a cette réflexion-là. Mais effectivement, le masque, nous, avant qu'on commence, quand on a su qu'on pouvait retirer le masque pour intervenir, on était tous hyper contents en se disant génial, on va pas avoir le masque. Parce qu'effectivement, c'est une barrière qui s'est créée, en fait, qui s'est même instituée. Et justement, quand on n'a pas le masque, on trouve ça bizarre. De ce point de vue-là, oui, on attend tous le moment où on ne pourra plus mettre de masque dans la rue et en intérieur. Par contre, revenir à la vie d'avant, j'espère pas, parce qu'il y a des dysfonctionnements qui préexistaient et je pense qu'il y a un moment donné, il faut avancer et trouver des solutions pour faire plus de liens, pour trouver des vraies solutions à des problématiques sociales qui préexistent depuis déjà un moment. Et ça, il y a une responsabilité collective pour le coup de faire ça et les institutions ont leur part de responsabilité aussi là-dedans, je pense. Mamad, est-ce qu'on peut revenir à avant ou vraiment on est passé dans autre chose selon vous? Ouais, Revenir à avant, je ne sais pas si c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Faut aller de l'avant, Mais en fait, on pourra aller de l'avant uniquement si on prend conscience qu'il va falloir faire un virage en fait. Tirer les leçons de ce qui s'est passé. Parce que là, ce que j'entends depuis tout à l'heure, j'entends oui, solidarité, collective, c'est dans le collectif qu'on va... Mais moi, je suis bien placé pour le savoir, j'entraîne 2 équipes de football. Une féminine, une masculine. Ils ont quel âge? Ils ont entre 18 et 27 ans. D'accord? Les 2 équipes. Collectivement, quand je parle avec ces jeunes, je parle à personne. Parce que chacun a ses problématiques. Donc je ne lui parle pas en fait. Il ne m'écoute pas. C'est comme si je gaspillais de l'énergie parce que je ne vais pas aller au fond de sa problématique. Donc c'est pour ça que je dis, on est obligé de se concentrer sur l'individu avant d'aller travailler sur le collectif. Moi, dans mon petit cercle restreint, je travaille avec mon voisin. D'accord? Je vais aller chercher ce qu'il a besoin et peut-être ce qu'il va m'apporter aussi. Hein, parce que ce n'est pas qu'un échange où je vais lui apporter et il va rien m'apporter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de se concentrer sur l'individu. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense, à mon humble niveau dans ma petite ville de Cachan, ça sera problématique. Jean-François? Sur la vie d'avant, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. En fait, on ne revient jamais à la vie d'avant. C'est toujours, on vit toujours la vie d'après. Bon, donc il n'y a pas de retour en arrière. Et ceux qui disent qu'il y a un retour en arrière, c'est toujours un rêve dont il faut quand même prendre bien précaution parce que c'est souvent un rêve qui n'a pas beaucoup de réalité. Donc qu'est-ce qu'on construit demain? C'est ça, on sort de quelque chose. Et je pense que le mot que je retiendrai, c'est le mot de confiance. C'est vrai, dans la société, on a vu dans les dernières années, quand on pose la question aux gens en disant « Peut-on faire confiance à autrui ?» En 2016, il y avait 53% des gens qui disaient non. Aujourd'hui, il y a 65% des gens qui disent non. C'est-à-dire que la perte de confiance a beaucoup augmenté. Donc je crois, je suis tout à fait d'accord, j'ai très envie de discuter longtemps avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites qui est tellement vrai. Oui, la crise profonde qu'on est en train de traverser, c'est la crise de la relation aux autres. On ne sait plus trop comment on fait avec les autres. Et c'est une question, je vais prendre un gros mot, anthropologique, c'est-à-dire qui concerne l'individu, qui concerne l'homme. C'est pour ça que tu le dis et tu as raison. Quand on essaie de faire des choses qui concernent l'ensemble de la société, on se trompe parce que ça concerne la personne dans sa construction elle-même. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut repartir de là. C'est pour ça que quand je parle de collectif, je ne dis pas qu'il faut avoir une politique de collectif en disant aux gens rentrez dans des collectifs, mais c'est comment
toi, en fait, tu retisses des relations tout près de chez toi pour petit à petit rebâtir le monde et rebâtir le vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on gagnera la confiance. Parce que la confiance, c'est une pratique de l'autre. On perd confiance quand on a perdu la pratique de l'autre. Quand on n'a plus de relation avec l'autre, je dis, tiens, elle est bizarre, je la connais pas, elle est étrangère à ce que je sais, et du coup, j'ai peur d'elle, j'ai plus confiance. Tout simplement, moi, je lui ai pas parlé, parce qu'on ne s'est pas parlé, on n'a pas discuté. Et il y a des gens vraiment qui sont extrêmement isolés. Tous les gens qui voient, ils se disent, oula, celle-là est dangereuse, celui-là, ou je sais pas. Et on ne sait plus rentrer en contact avec celui qui est un peu différent de soi. Et donc, de plus en plus, les gens se replient sur ce qui est semblable. C'est la famille et ceux qui nous ressemblent le plus. Et après, on a peur. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. C'est un peu ce que nous disait Paul sur la question des médias aussi, c'est-à-dire que finalement, on regarde des médias qui nous confortent dans nos croyances, dans ceux auxquels on croit, et chacun a ses médias, et on est tous dans des bulles de filtre. C'est un peu comme si on avait tous le même algorithme Instagram qui fait qu'on voit que les mêmes personnes qui pensent comme nous, et on va jamais se confronter à celui qui est un peu pas pareil. C'est ça. Alors que le monde, dans sa réalité, est fait d'extrêmement grande diversité. Et donc, on n'est pas bien dans ce monde où les gens sont très divers, et on est bien qu'avec du semblable. Donc, il y a quelque chose qui... Et c'est vrai que ça se joue au niveau des personnes elles-mêmes, et de ce qu'elles vivent avec leurs voisins proches ou avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est pour ça que je parle d'association, non pas comme organisation, mais comment on favorise ces rencontres, ces échanges, ces liens, ces L'association, partages. ça commence à 1+1 autour d'une bière ou d'un café au lait, quoi. Voilà, exactement. C'est ce que j'entends. Hugo, comment ça va depuis hier? Bah, ça va toujours, et toi? Oui, ça va. J'avais juste une petite question, Hugo. Est-ce que tu penses qu'on sera durablement marqué par ce qu'on est en train de traverser, notamment ta génération? On entendait parler du masque, le fait qu'on a du mal à aller vers l'autre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense qu'on sera durablement marqué en fonction des choix qu'on va faire là, dans les prochaines semaines, notamment pour les élections. Parce qu'on arrive à un moment où on a le choix. Il y a le Covid, ça a un peu rebattu les cartes sur pas mal de choses. Je pense à comment est-ce qu'on voit les jeunes, comment est-ce qu'on voit la vieillesse. On a longtemps vu, par exemple, les jeunes, on ne voulait pas augmenter les bourses pour dire bah non, on va trop leur en donner. Après, ils vont faire quoi? Ils vont faire la fête, ils ne vont pas étudier. On a trop longtemps un peu laissé les seniors dans les EHPAD, et on a vu les résultats. Il n'y a pas longtemps, il y a le livre de, j'ai perdu son nom, mais le livre Les Fossoyeurs qui est sorti sur le scandale que sont les EHPAD hors PA. Donc ça permet aujourd'hui de se rendre compte de tous les défauts qu'ont eu nos systèmes préexistants. Et donc aujourd'hui on arrive face à un moment où on a le choix de passer à autre chose, c'est-à-dire plus donner d'argent aux jeunes pour qu'ils puissent moins travailler et faire plus des études, parce que le premier job d'un étudiant, c'est d'étudier, c'est pas de travailler à McDo. Et aussi repenser comment est-ce qu'on fait travailler les soignants dans les EHPAD, parce qu'aujourd'hui il y a un soignant pour 20 à 30 résidents. Et c'est juste un scandale, parce que les résidents vont manger à 18h30, ils vont se coucher à 19h. C'est pas une fin de vie digne. Toi, si on avait le loisir et la possibilité de renverser la table, ce serait quoi, toi, président Hugo, ta première mesure? Ma première mesure, je pense que ce serait, ce serait plus pour les jeunes, ce serait de mieux encadrer, de plus donner aux jeunes. Donc il y a pas mal de candidats, notamment à gauche, qui font ça pendant la présidentielle. Je crois qu'il y a Taubira, il y a aussi Mélenchon qui propose ça. Jadot aussi. Je ne connais pas le programme de Jadot, je connais que celui de Mélenchon et un peu de Taubira. Donc, voilà. Donc on sait pour qui tu votes. Ah, surtout Mélenchon, ouais. Enfin bref. Et du coup, ce qui peut être proposé, ce serait par exemple de prendre dans les plus gros héritages. Ce que Mélenchon par exemple propose, c'est après 12 millions de tout prendre et de redonner aux plus jeunes, pour qu'eux, ils puissent un peu s'en sortir en tant qu'étudiants. Moi, ça me semble être une proposition qui peut être bonne. Alors ça, c'est la question d'un revenu étudiant, effectivement, qui est débattue pas mal. Alors à gauche, Valérie Pécresse, de son côté, elle propose une banque en fait pour les étudiants, où en gros vous pourriez prétendre à des prêts, mais qui ne seraient remboursables que si vous atteignez 2500 € de revenus mensuels. Enfin, cette question, elle se pose de plus en plus, effectivement. Et là, bonjour madame, comment ça va?
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous êtes étudiante, vous? Non, je ne suis pas étudiante. Je suis venue pendant ma pause midi participer au Club Agora. Je trouve ça vraiment... L'initiative, elle est vraiment super parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que même s'il y a un sujet qui était la crise sanitaire et puis la génération, en fait, on voit qu'on glisse vers cette nécessité d'aller l'un vers l'autre, de créer du lien, de tisser du lien et de se dire qu'à se mobiliser, à échanger, à débattre, on est gagnant sur ça, quoi. Donc moi, ça me fait dire ça. Et c'est vrai que la notion de confiance aussi, je pense que était importante parce que on sent que ça a été un accélérateur. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ou n'a fait que mettre un effet loupe sur des choses qui n'allaient pas avant. Donc effectivement, il y avait peu de raisons pour que ça aille mieux après. Et on a tendance à oublier, quoi. On a tendance à oublier une fois que la crise sanitaire s'estompe ou il y a quand même toujours les mêmes problèmes. Et je pense que c'était important aussi de mettre l'accent sur les jeunes générations. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci. Et je profite pour dire que l'association Philocité fait ce genre d'échange, justement, organise des débats, parce qu'on s'aperçoit à quel point les gens, quand on participe collectivement à ça, on fait se progresser les uns les autres ensemble, quoi. Et pour l'échange, vraiment. Ben, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective à partir du moment où on réfléchit, on débat ensemble, quand bien même on n'est pas toujours d'accord. Ça permet de créer un chemin collectif. On arrive quasi au bout. Hugo nous parlait de cette nécessité en fait, de donner les moyens de vivre à ceux qui en ont besoin. En fait, qu'être étudiant, c'est un métier en soi. Ça vous parle? On sait à quel point, et il nous le rappelait, la question aussi de la dignité des personnes âgées, elle est devenue centrale. Et ce livre qui a révélé les conditions de vie indignes des personnes âgées en EHPAD, ça pose la question de comment on prend en charge. Et là-dessus, peut-être Jean-François, je le rappelle, votre livre il sort la semaine prochaine, c'est un livre sur la fraternité. On voit liberté, égalité, fraternité partout en fait en République française. Est-ce que finalement on n'a pas balayé ça en se disant démerdez-vous, c'est aux familles de gérer, et ce collectif qu'on représente en tant que société, il est presque un peu trop capable de laisser sur le bas-côté une partie de ceux qui sont les plus fragiles. Alors comment on fait ensemble collectivement pour faire en sorte que demain ne soit pas hier en pire? C'est vrai qu'il faut espérer que dans les semaines à venir, des candidats vraiment se saisissent de cette question de la fraternité. Parce qu'on a fait et on fait des politiques de liberté, on fait des politiques d'égalité, mais des grandes politiques de fraternité, il y a quand même assez peu de choses. Et sur ce qui vient d'être dit, je partage. Enfin, notamment dans la période de cette crise, a été mis en évidence la question des plus vulnérables. Et les personnes âgées en EHPAD, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche énormément avec le scandale qu'il y a eu. Et on voit bien que ces métiers, notamment du prendre soin de ceux qui sont vulnérables, sont des métiers extrêmement importants et qui sont et sous-valorisés, et sous-payés, et sous-soutenus, et peu mis en avant. Et on a besoin, et quand on parle d'une société qui met en priorité l'accompagnement des personnes qui en ont besoin parce qu'ils sont vulnérables, c'est des métiers qui doivent être valorisés, bien sûr, aux côtés de ce que je dis sur l'engagement. Parce que dans les EHPAD, si on n'a qu'une vision du soin professionnel des personnes âgées, on passe aussi à côté, en fait, de ce qu'on veut faire. Moi, je suis pour des EHPAD qui sont en fait des lieux de vie comme on a ici, c'est-à-dire que les personnes, il y a des gens qui traversent, que quand ils mangent au restaurant de leur EHPAD, il y a d'autres gens qui viennent manger avec eux. C'est le cas chez nos voisins, il y a des crèches, il y a des écoles. Des crèches, voilà, et que les lieux soient des lieux de vie, des lieux où la société traverse, où en fin de compte les personnes ne soient pas laissées seules, mais c'est pas que aux professionnels d'être à côté, parce que être seul, c'est pas moi c'est pas un professionnel qui va briser ma solitude, c'est un ami, c'est un copain, c'est quelqu'un qui compte pour moi et pour lequel je compte. Donc ça, c'est nous, c'est nous tous. Donc il faut associer à des politiques de solidarité qui soient justes et qui soient liées à la vraie prise en compte des vulnérabilités de notre société, une grande politique d'engagement et de mobilisation des citoyens.
l'action contributive des citoyens, si on la valorisait financièrement, elle serait quasiment au même niveau du PIB, du produit intérieur brut. Tout ce que chacun fait qui est invisible, qui est pas connu, qui n'est pas valorisé, c'est considérable. Donc il faut valoriser ça, il faut soutenir ça, parce que c'est le socle d'une société de concorde. Une société fraternelle. Mariam? J'avais parié, j'en parlais à côté, sur qu'est-ce que dirait Hugo s'il était président, qu'est-ce qu'il ferait en premier. Et j'étais sûre que c'était sur la question de donner de l'argent pour les jeunes. Et ça n'a pas parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Concrètement, c'est difficile d'étudier, de réussir ses études quand on doit travailler 35 heures par semaine pour un job étudiant. Et donc, nous, à l'UNEF, on va dans cette lignée-là. On dit qu'il faut quelque chose pour les étudiants, un filet de sécurité sociale, une allocation d'autonomie qui ne soit pas sur le revenu des parents, parce qu'on n'a pas la carte bleue de nos parents quand on est au quotidien et qu'on vit. Et aussi, concrètement, c'est aussi permettre d'avoir je le disais, le débat public, permettre à ce que les thématiques, les questions qui intéressent aujourd'hui les jeunes soient visibilisées et qu'il y ait des propositions, qu'il y ait des solutions qui soient apportées et qui soient appliquées aussi, parce qu'on peut dire beaucoup de choses avant les élections et pas forcément le faire après. Et après, pour créer du lien, j'espère que ça va se faire au fur et à mesure. Et en tout cas, ceux et celles qui veulent s'engager, qui veulent créer du lien, que ce soit dans leur association de quartier ou même avec des amis. Souvent, ça commence avec des amis, on discute d'un projet et puis après, ça se monte au fur et à mesure. Je pense qu'il faut tenter. On est aussi la génération de demain et c'est aussi en impulsant certaines choses qu'on pourra faire société. Mamad? Alors Mamad, pour ceux qui n'ont pas l'image, Mamad, il se gratte la barbe et il se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette question ?» Non, même pas. J'étais en train de repenser un petit peu à tout ce qu'on s'est dit. Et Hugo, si tu te présentes, je vote pour toi, déjà. Moi aussi. Après, voilà, moi, je suis... c'est vrai que je parlais beaucoup de psychologie aujourd'hui, parce que je pense que c'est la priorité. Je pense que c'est la priorité si on veut se reconstruire et aller vers les autres, faire ensemble. Et au-delà de ça, je pense qu'on a tous une responsabilité. On a tous une responsabilité, peu importe qu'on ait des followers ou pas, parce que tout à l'heure on parlait de réseaux sociaux, etc. Mais chacun dans notre quotidien, on peut être force de proposition et justement aider notre prochain. Et j'espère que les années à venir vont être dans cette direction-là, tout simplement. Ouais. Donc moi, ce que j'entends, c'est que finalement, la fraternité, le lien social, la confiance, le retour à l'autre pour éviter que cette crise sanitaire sacrifie des gens et qu'on en paye encore les conséquences d'ici quelques temps, c'est qu'on doit tous un peu s'engager dans sa famille, avec ses proches, en bas de chez soi et peut-être même plus largement, faire pression de telle sorte à ce que ces questions existent dans le débat public. Et on l'a fait aujourd'hui. Merci à tous les trois. Jean-François Serre, Mamad, Myriam, Pouchtou, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci au public. Vous avez été top. Vous avez été super. On continue, le Club Agora, c'est pas terminé, c'est toute la semaine. Demain, rendez-vous jeudi 10 février, c'est au Théâtre Éphémère, c'est à 19h. Ce sont les jeunes de tous programmateurs, qui est donc le Théâtre National, la scène de l'Agora, qui nous vous ont programmé une soirée qu'ils animeront. Ce sera autour en fait des livraisons, des livreurs des plateformes. On aura un grand débat là-dessus. Voilà. Leur question, c'est: sommes-nous en train de normaliser la violence sociale, justement sur ces jeunes, beaucoup qui travaillent sur ça. Donc on a rendez-vous demain, c'est à 19h au Théâtre Éphémère. Ici à l'Agora, on se retrouve vendredi sur un débat sur la confiance justement avec les élus et les médias. Donc rendez-vous ici. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à demain.